de savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que la cathédrale est une vieille dame, et comme toutes les vieilles dames, il faut y aller avec prudence et délicatesse. On a aujourd'hui une phase de nettoyage qui est terminée, donc c'est très spectaculaire, enfin, surtout pour les gens qui connaissaient le portail tout noir avant qu'on commence les travaux. Mais pour aboutir à ce résultat, il a fallu une année avec une équipe de restaurateurs. Alors, ce n'est pas une année uniquement avec la brosse et le pinceau, enfin, c'est l'idée qu'en ont les gens, mais c'est d'abord bien comprendre l'objet sur lequel on travaille. Donc, ça veut dire qu'on documente, on photographie, il y a des analyses qui sont faites avec des laboratoires, avec des historiens de l'art. La première surprise quand on a monté l'échafaudage, c'est la dimension du portail. C'est-à-dire que c'est un des plus grands portails de France. Il est aussi large que celui d'Amiens. Comme il est beaucoup plus bas, on s'en rend mal compte. Enfin, on s'en rendait mal compte. Mais en fait, on se rend bien compte de la dimension du portail avec les personnages qui sont derrière moi, évidemment, qui sont pour certains plus grands que nature. Et on a plus de 8 mètres d'ouverture. Donc c'est vraiment un très très grand portail, ce qui explique le nombre de personnages. Ensuite, le premier travail a été de documenter et de voir exactement tout ce que l'on avait à faire. Donc de photographier toutes les sculptures dans leur état initial, avant que ça soit nettoyé, et d'essayer d'en reconstituer l'histoire pièce par pièce. Enfin, un premier travail de documentation pour que ça soit conservé dans les archives. Ensuite, un dépoussiérage. Il y a énormément de poussière dans la ville, donc avec tous ces recoins, toutes ces choses, on avait d'énormes quantités de poussière, parce qu'en fait la dernière restauration remontait au milieu du 19e siècle, donc il s'est passé 150 ans avant qu'on remonte un échafaudage. Et ensuite, essayer de retirer progressivement tout ce qui est nuisible à la fois pour la lisibilité du portail et surtout ce qui gêne pour la conservation. Donc d'abord les croûtes noires, ces espèces de couches très épaisses qu'on a ramollies avec des compresses dans lesquelles on a des solutions qui s'apparentent à du savon. Enfin, c'est des produits qui sont extrêmement doux. Une fois que ces grosses couches qui font parfois plus d'1 millimètre d'épaisseur ont été retirées, la finition se fait avec ce que l'on appelle un gommage, c'est-à-dire un produit très très fin qui est projeté à très faible vitesse pour faire en sorte que progressivement on arrive à retrouver l'épiderme. Et surtout, on y va suffisamment doucement pour que la polychromie, là, toutes ces peintures que l'on découvre sur la pierre, parce que les portails étaient peints, qui ne soient pas endommagés par le nettoyage. Quelque chose qui est une découverte et qui pour un architecte restaurateur n'est pas si étonnant que ça, c'est par exemple que le grand Christ qui est au-dessus de ma tête n'est absolument pas le Christ du XIIIe siècle. On a toujours pensé, on a toujours disserté sur le côté exceptionnel de ce très grand Christ qui est plus grand que tous les Christs du XIIIe siècle, des portails de cathédrales, que ce soit Paris, Amiens, Reims. Et en fait, ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est que ce Christ est une restauration. Le Christ initial a été remplacé ou est tombé pour une raison qui nous échappe. Ce qui est sûr, c'est que celui-ci est trop grand pour sa niche et qu'il a derrière les épaules, donc à un endroit qui est complètement caché, le nimbe crucifère, c'est-à-dire l'auréole qui est ornée de la croix, sur laquelle on a effectivement ce qui marque normalement la divinité du Christ, du jugement dernier. Et là, donc ce premier Christ a disparu. Celui-ci est un autre Christ. Alors, si on regarde dans le style de son trône, il est très probable qu'on puisse le mettre en relation avec les restaurations du XIVe siècle, c'est-à-dire la construction du pilier butant, et puis énormément de travaux que l'on voit au XIVe siècle, comme la très grande fenêtre qui orne le dessus de l'orgue, ce qu'on appelle le grand housteau. Et on a toujours dit que c'était des travaux qu'on mettait en rapport avec le duc Jean de Berry, grand personnage, grand projet. Et en fait, d'un point de vue stylistique, maintenant, les historiens pensent plutôt qu'il s'agit de travaux du tout début du XIVe siècle. Donc, ces travaux qui ont été subventionnés par Philippe le Bel. Alors, c'est pas du tout un hasard, en fait, si l'archevêque de Bourges sollicite Philippe le Bel. Parce qu'au début du XIVe siècle, l'archevêque de Bourges est Gilles de Rome, qui a été le précepteur de Philippe le Bel. Donc, il le connaît. Et il avait toutes les chances d'obtenir l'argent qu'il voulait en demandant cette intervention royale.
Dans le même temps, on attaque la restauration de la grande charpente et de la couverture. C'est un chantier qui va se faire sur l'intégralité de la charpente, du comble. Ça, c'est vrai que c'est très rare sur des chantiers monuments historiques d'avoir comme ça un projet qui va s'étendre sur l'édifice au complet. On est sur une charpente du XIIe siècle qui est assez bien conservée pour son âge, mais elle a un grand besoin de restauration, surtout au niveau des assemblages qui sont assez détériorés. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour refaire une charpente à neuf, mais on est là vraiment pour la restaurer, donc avec un souci de conservation d'un maximum de bois ancien. C'est rare que les charpentes soient visibles, c'est qu'un travail d'exception qui a été fait à l'époque. Et c'est vrai que c'est toujours frustrant pour le public de ne pas pouvoir accéder. Il y a toujours une question de sécurité. On est ici dans une charpente du XIIe siècle qui n'est pas entrecoupée de transepts. Et c'est ce qui en fait aussi la particularité de Bourges. Donc on est sur une nef qui fait 100 mètres de long. Donc pour le public, après les images, voilà, on a une nef qui fait 100 mètres de long, une forêt de bois. C'est une opération de longue haleine, puisque rien que pour la couverture de la nef, on a pour 4 ans de travaux. Et ensuite, il faudra, puisqu'il y a 3000 m² d'ardoise, et la charpente qui est en dessous, et ensuite, il faudra attaquer les couvertures des bas-côtés. Là, quelque chose qui se voit moins, et qui fuit plus encore que la haute nef. Donc là, c'est encore probablement 3 ou 4 années. Et puis, il faudra attaquer la restauration des structures de la cathédrale elle-même, les voûtes. On a des désordres sur les façades, mais sur les voûtes, enfin des grandes fissures très inquiétantes depuis le début pratiquement. Donc il faudra bien qu'on s'attaque à ça et la restauration intérieure. Donc je pense qu'on sera tous morts avant qu'on réattaque la nouvelle restauration. Mon rôle, il est multiple, c'est de gouverner ce grand vaisseau au nom de l'archevêque et c'est d'entretenir des relations avec le propriétaire, puisque l'archevêque qui me délègue pour cette fonction est l'affectataire de cet édifice. L'affectation est permanente, exclusive et perpétuelle, ce sont les termes de la loi, qui n'ont pas cessé d'être renforcés d'ailleurs depuis, et le rôle de l'affectataire consiste à préserver ses droits, mais ça c'est le principe dans l'activité quotidienne. Mon rôle consiste à veiller à ce que la liturgie soit exemplaire dans cette cathédrale, puisque c'est sa première fonction, et puis mon rôle aussi est de veiller avec le personnel employé par la paroisse à ce que la cathédrale soit ouverte, soit fermée, soit gardée pendant ses temps d'ouverture, soit entretenue en permanence et qu'elle soit aussi un lieu accueillant. Je crois que ce qui importe aussi, c'est que la communauté qui a charge de la cathédrale avec moi, au nom de l'archevêque de Bourges, ce qui importe, c'est que cette communauté soit toujours en mesure d'accueillir les visiteurs pour essayer, en respectant chacun dans ses convictions et dans le but de sa visite, pour que chacun puisse essayer de découvrir que cet édifice n'est pas un édifice comme un autre, qu'on n'y rentre pas n'importe comment d'ailleurs, et qu'on ne peut pas le visiter comme n'importe quel autre édifice. Ce
qui est intéressant, c'est que cette cathédrale, elle est bien enchâssée dans son quartier. Et lorsque l'UNESCO a inscrit la cathédrale au patrimoine mondial de l'humanité, c'était pas seulement à cause de l'édifice, mais à cause aussi de son enracinement dans un quartier qui est tout à fait exceptionnel. Donc il n'y a pas toujours de limite entre le sacré et le profane à Bourges. Et ça, c'est intéressant. Alors nous sommes ici dans la sacristie de la Maîtrise. C'est le lieu de vie de tous les maîtrisiens, enfants. Et puis j'en suis le maître de chapelle. Alors le maître de chapelle de la cathédrale et par extension directeur de la Maîtrise. C'est vrai qu'on fait souvent mal la différence entre un directeur de maîtrise et un maître de chapelle. Alors d'abord le maître de chapelle, c'est un peu l'organisateur de la musique dans sa cathédrale, puisqu'il est nommé pour un lieu précis par l'archevêque ici de Bourges. Nous sommes encore quelques-uns en France à se transmettre ce rôle un petit peu intemporel, c'est vrai, puisque l'on a à manipuler l'organisation du temps liturgique et on doit le faire bien fonctionner avec le temps de la société. Alors, si je parle de cela, c'est tout simplement parce que la Maîtrise que nous connaissons à Bourges, qui a été créée en 1392, et où il n'était à l'époque que quelques maîtrisiens, petits, enfants, a eu à travers les siècles beaucoup de formes différentes, puisqu'elle a dû s'organiser dans la société dans laquelle elle vivait. À l'époque médiévale, il était de coutume que les chantres, les enfants, les instrumentistes, tout ce qu'on appelait le bas-chœur, fassent une fête entre Noël et le 1er de l'an. Cela s'appelait en certains endroits la fête des fous. Et cette fête était célébrée bien sûr aussi à Bourges. Or, les enfants se déguisaient en prêtres, les vrais prêtres se mettaient en auditeurs. C'était vraiment le renversement des valeurs. Mais un jour, les chanoines ont voulu mettre de l'ordre parce qu'il y avait bien sûr des excès. Et les enfants se sont enfuis à pied jusqu'à Chantelle dans l'Allier. On devait les fouetter, mais on les a rattrapés et bien sûr la bonté des chanoines l'a emporté et on ne les a pas punis. Et aujourd'hui, cette maîtrise est portée par l'établissement Sainte-Marie-Saint-Dominique à Bourges en classe horaire aménagée. Et les maîtrisiens bénéficient d'une formation musicale en lien avec le conservatoire de la ville, avec des musiciens professionnels, et servent, parmi leurs activités, la liturgie de la cathédrale. La Maîtrise, les enfants, un chœur d'adultes fondé en 1922 par Monseigneur Siniargou, l'un de nos vénérables prédécesseurs, qui a créé cette scola, chœur d'adultes mixte, polyphonique, pour le service de la liturgie avec les enfants. Le maître de chapelle a aussi aujourd'hui un chœur grégorien qui se destine aux messieurs, et puis aussi un chœur de femmes qui sert aussi de chœur expérimental pour accueillir des demandes, des opportunités musicales particulières
qui se conjugue avec le chœur de jeunes. Tout cet ensemble réunit en moyenne de 80 à 100 personnes qui s'investissent pour cela dans la cathédrale. Donc la maîtrise a à brosser un répertoire sacré dans sa cathédrale, un répertoire sacré à travers les représentations et la diffusion qu'elle fait dans des congrès nationaux et internationaux, puisqu'elle est affiliée à la Fédération des Puericantores, que nous connaissons tous, et qui revit chaque année du nouveau terreau de maîtrisiens qui rejoignent ses rangs. Et puis aussi un répertoire profane en lien avec le conservatoire, des opéras pour enfants par exemple, ou des créations, puisqu'il est important certes d'aller puiser dans le répertoire que nos prédécesseurs nous transmettent, mais il est important aussi que nous nous projetions, que nous nous élancions vers un temps qui reste encore à construire musicalement, grâce à des créateurs qui se consacrent à cela, et nous avons ici un parfait exemple vivant en la personne de Thomas Lacotte, notre organiste par exemple. On a souvent cette question de se dire « Ah bah oui, mais soit on ne comprend pas la langue, le latin par exemple, qui est toujours la langue officielle de l'Église et de sa musique, ou alors ce qu'elle peut nous apporter dans une musique qui ne nous correspondrait pas, qui ne soit pas une musique de jeunes par exemple, alors que j'ai pourtant des jeunes dans une maîtrise qui se consacrent à cela. » Mais après tout, la vraie question est de se demander si le fait de chanter une belle chanson, tant qu'à faire, nous fait pour autant vivre une expérience spirituelle ou musicale absolument irremplaçable.